Puisqu'il s'agit de jouer, cette troisième et dernière partie de l'atelier numéro 9 consacré au regard est composée de deux parties. 1. Les jeux de regard des comédiens. 2. L'art de jouer avec le regard du spectateur. Dès que l'on montre deux sujets, on montre leur relation. Le regard est pour ce faire le moyen le plus explicite, même si ce n'est pas le seul. Au-delà de deux sujets, il y a plusieurs configurations possibles. Le regard tiers, les regards circulaires, les regards convergents et sans doute d'autres encore. D'abord, le regard tiers. Le regard d'une tierce personne retentit souvent sur la relation entre deux personnes. Le regard d'un vieil homme cherchant à apaiser une situation souligne à quel point celle-ci est tendue. Un homme et une femme se regardent en chien de faïence, mais c'est le regard tiers qui donne un sens à l'image. Ici, le vieil homme regarde la jeune femme avec indulgence et philosophie. Deux femmes discutent. L'une d'elles tient un nourrisson dans ses bras. Le regard de ce dernier attire la sympathie, voire la tendresse du spectateur vers celle qui le tient. Ce type d'image n'est pas rare. Parfois même, le regard tiers accompagne et renforce celui du public. Ensuite, les regards circulaires décrivent une relation univoque entre plusieurs personnes. Le diable, Jules Berry, regarde avec désir la jeune fille, Marie-Déa, qui regarde amoureusement le ménestrel, Alain Cuny, qui regarde le diable avec haine. Le film Ivan le Terrible, de Sergueï Mikhailovitch Eisenstein, regorge de situations telles que celle-ci. Un courtisan regarde Ivan, qui regarde le tsarévitch, qui regarde ailleurs. Enfin, les regards convergents peuvent être accusateurs, interrogateurs ou comiques. Accusateurs. Dans le film Arsenic et vieille dentelle de Frank Capra, le docteur Einstein, Peter Lorre, est la cible du regard de tous les protagonistes. Interrogateur. Tous les pensionnaires regardent un personnage, Jack Nicholson, qui regarde la caméra avec un sourire entendu. Comique. Tous les regards sont tournés vers le cochonnet ou vers la salière dont le bouchon vient de tomber. Deuxième partie, l'art de jouer avec le regard des spectateurs. On peut reprendre les 7 émotions citées et examiner la façon de les faire ressentir par le public. La colère et son corollaire, la haine, est provoquée par le spectacle de la barbarie et de l'injustice. Témoin, l'attaque des chiens dans le film Bambi. Témoin encore les diverses versions de l'affaire Dreyfus. La colère est en outre l'émotion de base visée par la plupart des films de propagande. Le dégoût est provoqué par le spectacle de ce qui est sale, au propre comme au figuré. La joie est obtenue en montrant des gens heureux et détendus, une situation drôle ou un spectacle édifiant. Faire peur au public, c'est l'essence même des films d'horreur. La peur née du regard de Dracula, Bela Lugosi, ou d'une scène de carnage par des zombies, ou lorsque celui qui a peur fait peur à son tour. La surprise est le but visé par les gags, les thrillers et les films policiers. On peut même dire que tout bon scénario comporte un coup de théâtre au moment du climax. La tristesse est l'émotion la plus facile à susciter. Il suffit d'évoquer la déception, l'accident, la maladie, la mort. Ça marche à tous les coups, c'est le secret du mélodrame. Il en va de même pour l'attendrissement, devant le spectacle d'une innocence à protéger ou d'une pudeur extrême. Charles Chaplin est le maître incontesté de la scène attendrissante, sous la neige, comme au soleil dans La ruée vers l'or. Vittorio De Sica lui aussi a frappé très fort avec Umberto D et la scène du petit chien.
Le regard dit impossible. Le cinéma montre au spectateur le regard du personnage et en même temps ce qu'il est censé voir, alors que matériellement cela lui est impossible. Comme si le regard du comédien faisait le tour de l'obstacle. C'est néanmoins une licence parfaitement admise par le public. C'est le cas des trois frères qui s'étonnent du titre de la première page du journal alors qu'ils regardent les pages intérieures. C'est le cas de Peter Lorre, horrifié de voir la lettre M, le maudit, tracée dans son dos. Il faut dire que Fritz Lang a mis un miroir à sa disposition. Ici, le cas est un peu différent. Les deux personnages, Elvis Presley et Marilyn Monroe, savent très bien ce qui est écrit sur le panneau. Il arrive que le regard soit réellement impossible, mais que le personnage n'ait pas besoin de voir car il entend. Le spectateur, lui, voit et entend tout. Il tremble pour le personnage. L'identification est à son comble. Une fois le mécanisme connu, on peut l'appliquer à toutes les émotions, la colère, le dégoût, la joie, la peur, la surprise, la tristesse, l'attendrissement. Il suffit de trouver un médium à deux faces, l'une tournée vers le sujet, l'autre tournée vers le spectateur. Comment surprendre le regard du spectateur ? Dans une image complexe, quand le regard du spectateur n'est pas dirigé, par exemple par une diagonale, il met un certain temps à parcourir la totalité de la scène et à en recenser les éléments. Le réalisateur peut maîtriser l'ordre dans lequel le public va découvrir l'image. Dans ce plan particulièrement riche et complexe, on aperçoit d'abord les deux corps allongés au premier plan. Notre regard monte l'escalier pour découvrir un enfant assis, immobile. Les spectateurs perçoivent d'abord la nudité des personnes debout au premier plan en train de dessiner. Toutes regardent en direction d'un même point. Lequel ? Ils constatent alors que c'est le modèle, tout petit, placé au fond, qui est seul habillé. Les spectateurs perçoivent d'abord la jeune femme placée au premier plan dans la lumière. Elle tourne ostensiblement le dos. À qui ? Ce n'est que progressivement qu'ils discernent une présence issue de l'ombre au second plan. Cette jeune fille, toute de blanc vêtue, capte l'attention du public. Elle regarde vers sa gauche. Il faut quelques instants au spectateur pour voir le mot « Help » tracé en lettres rouges. Dans ce plan, le regard est d'abord attiré par la violente lumière et l'ombre de la femme. On ne perçoit pas tout de suite la main de l'homme tenant un revolver. Qui menace-t-il ? Ce n'est qu'après qu'on aperçoit, à droite, l'ombre d'une main armée. De la même façon, ici, la fenêtre attire d'abord le regard, puis la lampe à droite. Rien. Il faut fouiller l'ombre pour découvrir enfin les deux personnages très faiblement éclairés. Ainsi encore, on ne comprend pas tout de suite la nature de la barre noire qui surplombe le lit. Question d'angle sans doute. C'est la couleur qui nous met sur la voie. Donc, pour manipuler le regard du public, il faut jouer avec l'ombre et la lumière, avec le premier plan, puis suggérer une direction pour aboutir enfin à ce que l'on veut faire découvrir. En bref, 1. Attirer l'attention, 2. Orienter le regard, 3. Aboutir. Un effet de surprise peut être lourdement visible. Ici, des gants noirs sur un fond noir qui font irrésistiblement penser à la Vénus de Milo. L'effet peut être beaucoup plus subtil. Hitchcock double le visage de Janet Leigh par son reflet dans le miroir. C'est net. C'est beaucoup moins net s'agissant d'Anthony Perkins. Dans les deux cas, il est suggéré que chaque personnage a une double personnalité. Notons qu'un simple miroir peut rendre d'immenses services. Enfin, comment utiliser les habitudes culturelles du public ? On a coutume de dire qu'en Occident, le sens de la lecture, de gauche à droite, invite à considérer ce sens comme celui du progrès et le sens inverse comme une régression. Il est vrai que ce soldat donne l'impression de battre en retraite. Mais il reste à vérifier cet aphorisme dans les cinémas égyptiens et indiens.
Je ne parle pas du Japon où non seulement on tourne les pages à l'envers, mais encore on lit de haut en bas.